Bonjour tout le monde et bienvenue donc de retour dans Bagnole japonaise. Aujourd'hui on est avec une Mitsubishi Minica de 1980, la version break. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette voiture et pourquoi est-ce que je voulais vous partager donc quelque chose qui n'est pas vraiment très commun, il n'y en a probablement pas des masses en France non plus. C'est beaucoup moins commun qu'une GTR, c'est beaucoup moins commun qu'une Silvia, qu'une RX-7 ou peu importe. Et la raison pour laquelle je voulais la partager, c'est parce que c'est probablement la meilleure voiture que j'ai conduite sur le Morocco. Et je rigole même pas. Le moteur fait peut-être 42 chevaux, je crois qu'il fait 35 chevaux d'origine, c'est vraiment pas rapide. Mais c'est une combinaison de tout, ça prend au trip, ça fait un vacarme absolument fantastique. Et disons que ça accroche quand même correctement. Donc c'est vraiment une voiture à inertie qui est vraiment assez idéale pour des routes très étroites qu'on a ici. Et c'est une voiture qui crie, qui nous met un sourire sur le coin de l'oreille à chaque fois, juste c'est là. Et c'est donc une voiture qui méritait vraiment d'être partagée. Et on va voir pourquoi tout de suite en regardant le moteur. Donc, voici l'entraille de la bête. Alors, comme je disais, donc un carburateur Mikuni qui est vraiment gros par rapport à la culasse. Si on compare les deux, je veux dire, le carburateur doit faire la moitié de la taille de la culasse, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc, à mon avis, il a été jeté. Les jets sont absolument parfaits pour le carburateur et pour ce moteur. Il y a eu probablement pas mal de boulot et ça a été fait par quelqu'un qui s'y connaissait parce que la bagnole tourne vraiment bien. Et a un son, on va voir tout à l'heure, qui est juste fantastique. Donc où est-ce qu'ils ont trouvé cet adaptateur? L'adaptateur, donc ça s'appelle un manifold en anglais, le truc qui va entre le carburateur et la culasse. Où est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait sur mesure? Ça n'a pas l'air d'avoir été fait sur mesure, ça a l'air d'être quand même de la bonne... Ah, je sais pas. Peut-être adapté d'une autre... pour un truc, pour un Weber ou quelque chose dans le genre qui aurait été adapté à ce moteur. Mais vraiment un résultat final qui donne une des meilleures voitures que j'ai conduites sur le Morocco, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? L'allumage est pas vraiment d'époque. Donc, on va voir à l'intérieur, il y a un augmentateur de puissance d'allumage. Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Que MSD fait, donc juste pour donner un peu plus de force, un peu plus d'étincelle au spark plug, aux bougies. Pour donner un peu plus d'étincelle aux bougies, un peu plus de puissance, qui permet probablement de faire tourner, parce que vu toute l'essence que ça va balancer là-dedans, je pense que les bougies d'origine doivent peut-être avoir un peu de mal à tenir le coup. Et il y a un distributeur. Donc en général, ces moteurs-là, il faut savoir qu'ils avaient, donc au lieu d'avoir une seule bobine d'allumage, il y en a deux. Et elles envoient chacune de leur côté directement en fait. Il n'y a pas de distributeur normalement pour des moteurs à 2 cylindres comme ça, mais celui-ci est un peu plus moderne que la moyenne pour un moteur à 2 cylindres, donc il passe quand même par une bobine, ce qui est pas très commun pour ce genre de moteur. Donc c'est un moteur 4 temps, donc c'est bien si vous avez des voisins, vous les enfumez pas le matin au réveil. Et elle roule vraiment bien quoi. Je vais tourner le moteur, j'en profiter qu'il n'y ait pas de touristes. Et voilà la bête. Hop. C'est fantastique. Juste un bruit absolument incroyable. vraiment incroyable. Bon, on va passer à l'intérieur, vous montrer un peu ce qui reste de l'intérieur. Il n'y a plus grand chose, si je suis honnête. Il n'y a plus grand chose du tout. Ah si, un petit détail que je vais vous montrer. Hop, directement, comme ça. Hop, on va trimballer. L'ancien propriétaire était un grand malade. Dans le but d'avoir un peu moins de poids, il a fait des trous sur toute la longueur. Et donc c'est pareil hein, à l'intérieur aussi, ici aussi. Il a fait des petits trous partout. Donc je sais pas quelle était l'utilisation principale de cette voiture, mais le résultat final est absolument incroyable. Allez, on passe à l'intérieur. Et nous voilà avec l'intérieur.
Donc un intérieur vraiment super spartiate qui a été complètement vidé, il n'y a plus de moquette, il n'y a plus rien. Pédale, volant, il y a quand même des phares, il y a quand même de quoi allumer les essuie-glaces. Il y a une petite ventilation ici qui sert vraiment à rien. Je m'en suis toujours pas, enfin je m'en suis servi, mais j'entends le bruit, disons, mais je sens pas le vent qu'elle peut créer. Des sièges donc qui sortent tout droit d'une Mini. Ce sont donc en passager, c'est un siège Cobra. Ici, ça doit être un Cobra aussi, mais plus récent, un poil plus confortable pour le siège conducteur, ce qui est plutôt cool. Un volant donc qui est très Shakotan. Shakotan, donc les Shakotan, c'était dans les années 80. C'était des Japonais qui transformaient leurs voitures pour en faire des trucs un peu donc ressembler à des voitures de course, mais totalement incapables de rouler sur circuit parce qu'elles étaient souvent trop basses avec des roues qui font ça et des volants, un volant de ce style là, un pommeau de vitesse donc avec des fleurs comme ça qui est très typique de l'époque années 80, donc Shakotan style, et donc cette voiture on est très clairement inspiré, hein. Il n'y a pas photo, c'est vraiment l'époque les 30 glorieuses du Japon, avec les beaux Sosoku et les gangs de beaux Sosoku donc, et les tuneurs de bagnoles dans ce style qui les transforment en Shakotan. Donc l'intérieur méga basique, hein, comme je disais, donc, le contour, je sais pas vraiment où est-ce qu'il s'arrête. Je monte à 6000, 6005, je pense pas que ça aille vraiment plus haut, mais par contre dessus la ligne rouge est à 7005 et ça continue jusqu'à 10 000. Je sais pas trop où est-ce que ça arrête, je le fais vraiment à l'oreille. Le compteur de vitesse est de loin le compteur de vitesse le plus optimiste que j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter. Je crois que ça doit être, il indique qu'on est à 80 alors qu'on est à 50 quoi. C'est pas vraiment super précis. Sinon après c'est assez typique, hein. Donc lumière pour les lumières, la petite lumière bleue là qui indique si on est en plein phare ou pas, une petite lumière qui indique si on a un problème de frein, une petite lumière si on a un problème d'huile et si la batterie ne charge plus, donc sinon ensuite indication de température d'eau et donc le plein d'essence ou pas. Ici qui a été rajouté une petite jauge de pression d'huile qui est quand même pratique pour ce genre de voiture. Parce que bon, ça tient pas, c'est pas ce qui se fait de plus fiable, on va dire, hein. C'est de loin ce qu'il y a, c'est pas, oui, il y a mieux. Par contre, si on passe après niveau des points noirs, donc putain, j'ai toujours du mal, hein, le dash, le tableau de bord, je vais y arriver à ce putain de mot. Le tableau de bord a donc pas tenu très bien parce que avec tout le soleil qui est ici, donc des cracks sur le tableau de bord, c'est très commun. Celui-ci apparemment il y a eu droit et ça a été recollé en 2 temps 3 mouvements par l'ancien propriétaire, donc en plus ça s'est décollé et ça commence à se retourner un peu dans tous les sens, donc pas l'idéal. On peut voir là, il y a encore de la colle, c'est dégueulasse, ça colle un peu, c'est pas top du tout. Sinon, passons à l'arrière maintenant. Je vais bouger la caméra parce que l'arrière, pour le coup, il y a quelques trucs à dire. Et nous voilà donc à l'arrière de notre petit van à 2 cylindres. Donc, la batterie a été déplacée, probablement pour un souci de répartition de poids. Je pense vraiment, enfin, en regardant la voiture maintenant, je pense que l'ancien propriétaire devait l'amener sur circuit ou au moins faire des courses Donc les courses en montagne ici sont assez communes. Donc il devait probablement faire quelque chose d'assez sportif avec. Et comme je disais, donc multi-spark ignition, donc qui rajoute un peu plus de puissance à l'allumage. Parce que si on veut vraiment rouler avec un carburateur aussi gros, il faut que ça s'allume, et c'est pas, je dirais que de base ça ne devait pas être assez puissant pour. Ensuite, il y a de la place quoi, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Je veux dire, je peux même m'asseoir, hein, si on fait le test. Je vais reculer un petit peu la caméra. Hop. Voilà. Mais je vais verser. Je fais quand même 1m80, 1m88, presque 1m90 pour 90 kg.
Et c'est pas mal. Je sais pas, je pourrais presque fermer. Après, je suis pas sûr de pouvoir rouvrir, donc je vais éviter de faire des conneries. Mais il y a de la place, quoi. Hein, si on va se faire une petite bouffe, manger un truc, discuter, c'est plutôt confortable en fait. C'est même très bien. Donc vraiment, une super bagnole. Une super bagnole. Mais le plus important de tout ça, c'est comment est-ce qu'elle se comporte sur la route. Donc, on va voir ça tout de suite. Ok. Vous comprenez pourquoi je lève. Et le compteur est en train d'indiquer 80. Hein. Oh putain, quel bruit. Ça secoue de partout. Mais la direction est assez précise, mine de rien. Elle a quand même une bonne accroche. Et là je suis en 3ème, hein. C'est une boîte 4. Troisième vitesse, aucun problème. Voilà, par contre les suspensions, je les cherche encore. Putain, quelle bagnole. Putain, quelle bagnole. Voilà, ça secoue. Là, je vous parlais donc des motards sur cette route. Toujours faire assez attention. Mais cette voiture, c'est impossible de ne pas l'aimer, quoi. Toujours garder un petit œil. 3ème. Ça passe. On aurait préféré quand même la seconde. Ah oui, bon alors par contre la seconde elle a un peu... Des changements un peu brutaux, le carburateur s'y paume. Ah, je suis un peu, j'ai pas de mots quoi. Là tout est dans la vidéo, il n'y a rien de... Je peux vraiment pas dire grand chose. Les suspensions sont super dures et probablement un peu vieilles. Ici ça va sauter, c'est bon. Si vous voulez avoir une discussion peinard avec votre femme, c'est pas la voiture qu'il faut. Dangereux lui. Donc là il faut savoir qu'ici il y a des moteurs, qui roulent à fond. Et le mec s'arrête en sortie de virage. Jaguar F-Pace 2 litres diesel qui roule à 20. C'est dommage qu'il fout en l'air mon run comme ça, parce que là c'était vraiment sympa quand même. Il n'y a vraiment aucune visibilité sur cette route. Surtout avec un monstre pareil devant. S'il te plaît.
pas qu'il a envie. Ah, ça vaut la peine d'avoir un monstre pareil, tiens. Bon, bah, je crois que ça va être la fin pour celui-ci. Parce que j'ai vraiment pas la puissance pour doubler de toute façon. Donc si avec un peu de chance il me laisse passer, je reviens. Sinon, ça sera la conclusion. Ah là là, les japonais, je vous jure, hein, aucune étiquette en montagne, quoi. Bon, on va voir ce qui se passe. Bon, alors on est de retour, mais le mec m'a laissé passer après genre 3 km, 4 km, donc à la fin de la route. Ça n'avait vraiment aucun sens. Mais bon. Putain, quelle bagnole. Quelle bagnole. Bon, on va faire un petit tour en descente. Ça va être tranquille la descente. Parce que bon, comme vous pouvez le deviner, c'est 4 freins. 4 freins à tambour, hein. Il n'y a pas de disque. Donc j'ai pas envie d'aller décorer le fossé. Et de toute façon, il y a encore du trafic. C'est incroyable comme bagnole. C'est incroyable. Laisse passer, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Heureusement, il y en a qui ont un petit peu le sens de la conduite en montagne. Donc le frein, j'y vais par étapes, hein, genre des freinages très courts. Des freinages très courts en descente et le plus appuyé possible pendant un très court moment en fait. Donc on laisse pas les pieds dessus, hein. On laisse pas le pied sur la pédale pendant 107 ans. Oh putain, c'est énorme. Donc dans les virages appuyés, le carburateur a un peu de mal à trouver de l'essence. Surtout le mélange descente et virage appuyé. Putain, c'est incroyable comme bagnole. Et là, on arrive à la fin, puisque de toute façon, il y a beaucoup trop de trafic. Bon, allez, cette fois-ci, on passe à la conclusion. Bon, alors, conclusion de cette Mitsubishi Minica de 1980. Bon, bah, la conclusion, elle était dès le départ en fait, hein. C'est vraiment la bagnole la plus marrante que j'ai conduite sur le Mont Rocco. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Est-ce que c'est un problème? Non. C'est juste la voiture que je veux rouler le plus possible sur le Mont Rocco et dans n'importe quelle route japonaise en fait, parce que c'est juste ça. On a bien vu les sensations que ça procure. Je veux dire,
c'est vraiment unique, il n'y a plus ça dans une voiture moderne aujourd'hui, ou alors c'est parce qu'elle a été rendue complètement inconduisible, elle a fait un bruit, ils essaient, donc j'ai l'impression que le tuning japonais en ce moment essaie de retrouver un peu ces sensations qu'il y avait à l'époque avec des voitures comme ça, sauf qu'à la place ils prennent des Prius, ils prennent des Toyota Aqua, ils prennent des voitures de tous les jours, ils mettent un gros pot qui fait des bruits de paix constamment, genre... et c'est absolument ridicule, tandis que ça, oui c'est ridicule, oui c'est très lent, mais c'est quand même fantastique. Donc voilà, si celle-ci est encore à vendre, si quelqu'un la veut, le prix est environ aux alentours de 6 000, 6 500 € je crois, avec les frais de port inclus. Mais pas l'importation en France et en plus. Normalement elle n'a pas besoin d'être homologuée puisqu'elle est de 1980, donc elle a presque 40 ans maintenant, et toutes les voitures de plus de 30 ans n'ont pas besoin d'être homologuées. Donc si quelqu'un la veut, elle est dispo, mais c'est vraiment une bagnole fantastique. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'hésite. Peut-être une bagnole qui ne sera pas japonaise au final. On verra. J'ai quelques trucs en stock. À la prochaine, bye bye.